Nous sommes le lundi 5 octobre 1914, au petit matin. Joseph Franz, pilote, et Louis Queneau, mécanicien, ont pour mission de mener une opération de bombardement sur les lignes allemandes du secteur du fort de Brimont. Depuis le début de la guerre, ce genre d'opération est monnaie courante. En effet, le premier bombardement aérien avait d'ailleurs eu lieu bien avant la Première Guerre mondiale lors de la guerre italo-turque de 1911 en Libye. Mais jusqu'à présent, aucun combat d'avion contre avion n'avait été mené par personne. Mais ce jour-là, la donne allait être changée. Les deux hommes avaient déjà combattu dans les airs contre les forces prussiennes, mais simplement armés de leurs petits revolvers, sans jamais pouvoir avoir un impact significatif. Mais un jour, Joseph Franz a une idée. Sans l'accord de sa hiérarchie, il demande à son mécanicien d'installer une mitrailleuse sur son biplan. Une idée qui va changer le cours de l'histoire de la guerre. L'avion décolle, il est 8h du matin. Queneau est installé à l'arrière avec les obus et la mitrailleuse. Leur opération de bombardement est un succès, et alors que le biplan rentre en direction de la base, les deux hommes aperçoivent au loin un autre avion. C'est un aviatique allemand. À bord, il y a le pilote-sergent Wilhelm Schlichting, accompagné du lieutenant-observateur Fritz von Zangen. Les deux hommes ne sont armés que d'une simple carabine. Cependant, les Français n'ont aucun moyen de le savoir. Franz décide alors malgré tout de tenter l'attaque afin de tester son nouveau dispositif. Mais il sait qu'il devra se rapprocher au plus près de son ennemi afin de pouvoir l'abattre. Le pilote place alors son biplan à l'arrière de l'avion allemand, légèrement plus en hauteur que lui, afin de laisser son compagnon utiliser la mitrailleuse. Mais en bons soldats, les deux hommes savent que malgré leur puissance de feu supérieure, la mitrailleuse n'est que peu stable et ne pourra pas tirer en rafale sans risquer de s'enrayer et de leur faire perdre ainsi leur avantage tactique. Queneau commence alors à tirer sur l'avion allemand, coup par coup. Le pilote ennemi tente d'éviter les tirs par une manœuvre en spirale. L'attaque dure près d'un quart d'heure. Puis, sans crier gare, après la 47e balle tirée, la mitrailleuse s'enraye. Avec un sang-froid à toute épreuve, Queneau commence alors à démonter la culasse afin de remettre son arme en état pour continuer de se battre. Mais à ce moment précis, l'avion allemand semble effectuer une contre-attaque. En mauvaise position, à la merci du lieutenant allemand armé de sa carabine, les deux pilotes tentent d'éviter leur ennemi, mais n'ont en réalité pas le temps de réagir. En effet, l'avion adverse se cabre et pique vers le sol, son aile gauche est en feu. Queneau avait en réalité déjà fait mouche. L'aviatique s'écrase alors sous les yeux du général Franchet d'Espéré et des soldats de la 5e armée, attirés par ce spectacle hors du commun, qui un jour deviendrait une norme sur les champs de bataille. Et c'est ainsi que prend fin l'histoire du premier combat aérien de l'histoire. Eh bien, Eh ouais, On s'y croirait. Hein. alors, on s'y croirait, vous avez vu. Alors moi, vous n'avez pas vu en vidéo, mais j'ai mimé les avions avec mes mains et tout. C'était histoire de me mettre un peu dans l'ambiance. Alors quelques petites anecdotes. Le général Franchet du coup a fait inhumer les corps des aviateurs allemands avec les honneurs militaires. Pour ce fait d'armes, Louis Queneau reçoit la médaille militaire et Joseph Franz, déjà titulaire de cette décoration, est alors fait chevalier de la Légion d'honneur. Cette première victoire homologuée confirme l'utilité qu'il y a à armer des avions et relance l'intérêt de l'état-major français pour développer des systèmes de mitrailleuses sur les biplans. Toutefois, une partie des officiers souhaitait concentrer quant à eux les efforts sur le bombardement. Ça tombe bien, au final on finira par avoir des bombardiers et avoir des avions et des mitrailleuses, donc finalement tout le monde est content à la fin. Ouais, on a tout l'argent du beurre et le beurre. Et le beurre, et le cul de la crémière aussi, tiens, allez hop. Et un Mars pour compléter. c'est pas mal comme anecdote, puisque du coup, on a parlé tout à l'heure, c'était Tout à fait. vraiment en 4 ans, les bons technologiques qui ont eu lieu du fait de la guerre. Alors bon, tout le monde connaît le tank, etc. Mais il faut penser aussi qu'à l'époque, normalement, tout ce qui pouvait un peu, on va dire, voler, c'était des aéronefs, c'était les zeppelins. C'est des vieux coucous quoi, de toute façon, C'est- les trucs avec c'est lesquels la les pilotes, montgolfière. C'est des trucs qui sont ultra fragiles quand ils Bien pensent sûr. finalement. Hein. Et véritablement, oui, quand on va commencer à mettre les mitrailleuses et qu'il va y avoir les fameux combats aériens, j'avais pensé potentiellement Au Baron Rouge. pour 18 à faire effectivement le Baron Rouge. C'est sûr. Qui est un personnage c'est Assez en fait, haut en couleur. C'est vrai qu'on parlait de l'esprit chevaleresque aussi. C'est pour le coup les combats d'aviation, c'est peut-être l'un des rares endroits où c'est retrouvé cette espèce d'idée de combat. Alors
des tout débuts seulement en 1 contre 1, et un peu après en unité contre unité, mais qui sortait du lot et qui était... ça a l'air de se sentir, j'ai l'impression, dans la manière dont les pilotes eux-mêmes en parlent, dans cette idée presque de combat de chevalier entre deux individus qui vont user du maximum de technique, du maximum de talent pour vaincre. Est-ce que c'est pas justement parce que dans l'aéronautique, les avions et puis même côté maritime, on va bouger plus des machines, ou alors on va vraiment parler d'unités, plutôt que quand tu vas balancer mais des milliers de personnes comme ça, où c'est beaucoup plus difficile de faire respecter des règles ou des trucs comme ça. Ça se caractérise plus auprès de la marine ou de l'aviation. Tu vois, ce sentiment de ok, Oui, c'est sûr les que t'es tout prémices seul. des futurs gamers. Non, pas du tout. Moi, je sais pas, je l'ai toujours plus ou moins vu comme ça. Et en même temps, c'est bizarre parce que finalement, tu vois, on parle de la guerre plus par des anecdotes, tu vois, qui ont marqué et qui finalement ont peu eu d'impact. Parce que, comme l'a dit Marc, bon, là, on s'en souvient parce que c'est un premier combat aérien. Mais dans les faits, en fait, quelques personnes sont mortes sur les centaines de milliers qu'il y a eu finalement sur le champ de bataille. C'est précisément parce que l'histoire même de l'endroit, du moment, fait que on s'en souviendra, pas forcément pour un bilan humain, mais pour un bilan soit technologique ou psychologique pour ce que c'est, quoi. Après, c'est aussi logique dans le sens où le changement que ça va provoquer par la suite, alors pas immédiatement pour l'aviation, mais sur le temps long, voire le temps moyen, est quand même important. Quand tu vois qu'au tout début de la guerre, les aviateurs ils jettent des fléchettes sur les mecs en dessous, juste en utilisant la gravité pour tuer des gens, et qu'à la fin tu te retrouves avec des bimoteurs bombardiers assez gigantesques avec je sais plus combien c'est les gros bombardiers, mais je crois que c'est 2 postes de mitrailleuses, pilote copilote, enfin c'est des très gros engins. Tu sens qu'il y a eu quand même un changement, et d'ailleurs sur ces évolutions technologiques sur la fin de la guerre, elles vont avoir un impact. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que si à la fin en 18 l'entente a gagné, c'est parce que les Américains sont arrivés. Peut-être que le fait que la France ait la domination totale des airs, parce qu'elle produit largement plus d'aéroplanes que les Allemands, et qu'elle produise aussi, je sais plus, en termes de nombre de tanks, je crois qu'on en était sur plus d'1 millier à la fin de la guerre. Ça joue, je pense, au moins autant, si c'est pas plus, dans les offensives, parce que concrètement, sur le terrain, ça va avoir un impact. Si ça en a, le premier combat aérien, il en a pas beaucoup. Les derniers combats aériens, ils vont en avoir beaucoup plus. Je vous renvoie d'ailleurs j'en profite, je fais de la publicité, je vous renvoie d'ailleurs à la chronique que Léopold avait fait il y a maintenant 2 ans sur justement l'état de l'armée française en 1918. C'est une chronique qui est très intéressante. Oui. Et alors, ça tombe bien que tu parles de ça parce que justement, je voulais rebondir sur un truc, si je peux. Oui, vas-y, bien sûr. C'est super intéressant parce que dans une autre chronique, il y a un passé fort lointain, ouais. J'avais, il me semble, parlé je sais plus si c'était le film ou le livre À l'Ouest, rien de nouveau. Eric, ma remarque. Ça me dit un truc. Ouais, voilà. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, donc un roman écrit par Tu n'en as Éric pas Maria fait de Remarque. chronique, mais t'as dû Et j'en avais l'évoquer, parlé. je pense. Ouais, t'as dû l'évoquer. Voilà. Ouais. Et donc en 3 mots, pour ceux parmi nos auditeurs qui ne connaissaient pas, peut-être parmi vous. Donc un roman écrit par un ancien soldat justement de la Première Guerre mondiale qui a été profondément marqué par tout ça et qui prend le point de vue donc allemand en 1918. D'ailleurs c'est un super roman, lisez-le si vous ne l'avez jamais lu, c'est vraiment un truc exceptionnel. C'est triste à en crever mais c'est exceptionnellement bien à lire. Et bref, et du coup, lui-même, dans ce roman, il insiste plusieurs fois sur le fait que les Allemands, en 1918, ils ont peur de 2 trucs, les chars américains et l'aviation française. Donc c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus, c'est vraiment dans le... Et ça, pour le coup, c'est un gars qui a vécu ça, donc il retranscrit des choses qui sont authentiques. C'est qu'en 1918, les Allemands dans les tranchées, ils ont vraiment la trouille, mais la méga trouille des avions français et des chars américains. Des chars américains ?
Oui, des chars américains. Parce que j'allais dire, les seuls producteurs de chars massifs, c'est la France en 18, mais La France et l'Angleterre, ouais. Mais et même Et, l'Angleterre, ils euh, produisent quelques marques d'eux, mais c'est des daubes, hein. Enfin c'est des daubes. oh, c'est les terrifiant. Hein. Américains, ils n'arrivent pas avec des chars en Ah mais non, De les mémoire, Américains, non, ils arrivent justement, avec rien du tout. ils achètent massivement. Ils vont arriver C'est massivement. pas Ah oui, un non, mais scandale. Ça, c'est un truc qui me c'est pas, révolte c'est pas une totalement, exagération. Ça fait rigoler, mais c'est même pas une Non, mais exagération. c'est le ton de la voix, moi, qui me fait rire. Et moi, c'est un truc qui m'agace quand je vois Battlefield 1 où les Américains ont un rôle prépondérant. Les gars, vous avez rien fait. Vous êtes arrivés, Pershing n'a pas voulu engager ses troupes parce que, pas envie. Et il a fallu que les Allemands leur tombent dessus à Argonne pour qu'enfin ils disent mais en fait, on est en guerre ici. Et du coup, semblait. une scène prépondérante avec des tanks et tout ça. Non, les Américains, ils avaient leurs fusils. Ils devaient faire des prêts aux Français pour avoir des munitions, des fusils, des trucs comme ça. Et De mémoire, le seul truc qu'ils apportent, c'est le fusil à pompe, que les Il y Allemands a- décriront en mode c'est pas juste, c'est des crimes de guerre. Alors, On parle des apparemment, mêmes mecs qui lâchent du gaz. c'est pas les de ce Français, que je lise, ils ont produit une production de tanks, mais enfin de chars d'assaut, mais qui est une copie sous licence du char Renault en fait. Oui, c'est ça, c'est Ouais, le c'est T-17, du, il c'est est du incroyable. Renault. C'est ça, c'est du M 1917. Ah, c'est le si le Mark 1 est la mère de tous les tanks, le Renault FT17 est très clairement le père de tous les tanks modernes. Hein. Peu importe, mais Non, du mais coup, du coup, ouais, ils ont peut-être extrêmement que- peur des chars et de l'aviation. De Voilà. la technologie, Ouais, de ouais. toute façon, ouais. Et j'avais de souvenirs, il me semblait que les Allemands, niveau technologie, ils étaient quand même un peu à la pointe de l'Europe, non Seconde. Alors Pas après, première. Oh, mais à la première, ils avaient par contre un côté de préparation à la première, qui moi, il me était semblait incroyable. ils étaient quand même à une certaine pointe en termes dans tout ce qui est sidérurgie, tout ça, non? J'ai souvenir Au niveau des armes à feu, peut-être, non? Compagnie, Plutôt des trucs bah, des fusils de base, Non, un truc comme ça, le le- fusil. Non, ça pour le coup, le fusil. Est-ce pour qu'un avoir regardé Mauser un c'est peu. plus puissant qu'un Lebel ou pas? Non, les Comment fusils ça se- Non. les fusils sont kiff kiff. Franchement, les Ok. fusils, il y a pas trop de. Au niveau des mitrailleuses, elles sont mieux parce que je crois que c'est une Hotchkiss, la française, c'est une Ok. daube finie. C'est toujours mieux que le modèle italien, mais bref. De ce que j'ai lu, apparemment, c'est ça pas tombe souvent enfin, ça s'enraye très régulièrement de ce que j'avais lu. Oui, les mitrailleuses françaises sont assez pourraves. Elles surchauffent trop vite, elles s'enrayent tout le temps, elles résistent pas à la boue alors que c'est un combat de tranchée. Enfin bon, c'est. Ils ont C'est tous les français, défauts comme dirait possibles. Sam. Ouais, voilà, pas mal, c'est français. Non, les fusils, pour le coup, ils sont kiff. Après, c'est surtout que les Allemands vont, par contre, en artillerie, ils vont largement dominer. D'ailleurs, c'est assez rigolo, puisque c'est l'un des trucs sur lesquels, que ce soit en 1818, en 14-18, et ensuite en 40, les Allemands, vraiment, on a vraiment l'impression c'est artillerie. Hein. C'est. C'est peut-être ça qui m'y faisait penser. Alors peut-être en 14, mais par contre, c'est vrai qu'après, les Allemands vont être dépassés par rapport à l'artillerie française. Bizarrement, les Français vont faire de la Ouais, bonne artillerie en fin de guerre. Fin 18 parce que ah ouais non alors je confonds peut-être sur 40 puisque pour Il y a le la coup en grosse- 40 la ils grosse ont Bertha, là, un calibre de canon impressionnant de la De quoi Première j'allais Guerre dire mondiale. Il y a la grosse Bertha qui est un des canons Fameuse, allemands hein. impressionnants de la Première Guerre mondiale. Oui, Ouais. mais après, bon, ça c'est plus une typologie, la grosse Bertha, qu'un véritable canon. Mais les Français, en vrai, on ne connaît pas du tout, mais pour y être allé à Verdun, où ils faisaient un peu le listing de toutes les artilleries, les Français, on les connaît pas, mais en fait, on avait de très très bonnes artilleries. Et on les connaît pas, et je les ai lus, et je ne les connais toujours pas. Par contre, évidemment, la grosse Bertha et tout ça, évidemment, je connais. l'ai pas mais- retenu. Ah, je n'ai pas retenu. j'avoue que j'en étais resté au canon de 75 qu'ils ont gardé ensuite jusque durant la Seconde Guerre mondiale et là pour le coup le machin était entièrement dépassé. Ah bah oui, Euh, totalement. Ah, quoi en fait, en début de guerre, pas tant. C'était parce qu'il y avait Canoncourt qui était dépassé, mais non, on avait déjà du très 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 gros calibre. Hein. On avait déjà des obus d'une tonne qui s'effondraient sur les Allemands. La preuve, quand je suis... Bon, allez, c'est un peu plus tardif, évidemment, c'est Verdun. Mais quand je suis allé visiter le fort de Douaumont, qui est une histoire allemande, du coup, on a réussi à percer le fort, qui est normalement imperçable, par rapport à un obus en piqué. Et il avait une charge, je sais même plus quelle était la charge, mais c'est juste apocalyptique. Il a ouvert le fort, il a tapé dans les munitions du fort, le fort a explosé. Enfin, les Français arrivaient à tout bousiller à partir de 17, quoi. Ok. Donc c'est vrai que on a toujours cette idée que les Allemands sont très bons en artillerie. En fait, les Allemands misent beaucoup sur l'artillerie, mais les Français aussi. Quand on regarde, c'était assez marrant, j'ai vu à la fac une image de la manufacture de Saint-Étienne. Genre en 1900, on voit que c'est un truc familial, il y a le grand-père, il y a la grand-mère, voilà, ils sont 10. Et après en 1917, où ça fait plusieurs hectares et la sortie des usines c'est 40 000 personnes,
On Ah oui, sent non, que ça c'était- produit massivement et des gros canons. Hein. C'était devenu un centre névralgique vraiment d'armes, mais ça a toujours été. Et puis ça, Oui, bon, déjà c'était Manufacture Royale, hein, si je dis pas de conneries. Armeville, c'est comme ça qu'on l'appelait d'ailleurs avant. Hein. Ouais. C'est voilà, et puis c'est toujours le, Toujours, le pôle dynamique de la région. Bien sûr. Ah non, Mais c'est fini, pas maintenant. c'est pas le Ça a fermé, non? la manufacture d'armes. Ouais. Oui, la malheureusement, elle a majorité fermé, des hein. locaux sont réutilisés aujourd'hui Ouais. pour d'autres choses, notamment liées au design. Mais Maintenant, on achète allemand. et oui, on achète le HK, Eh oui. HK 416, non? C'est pas ça? Ne parlons pas de l'affaire Fremat. On a jugé bon de prendre toutes nos armes au cas où il y a une guerre chez les Allemands. Il me semble que c'est le 416. La mais stratégie alors, française, toujours. Mais après, nous ne faut sommes trop pas, malheureusement, nous ne sommes pas là pour parler de 2024, mais nous sommes là pour parler de 1914. Et je vous propose Ah bon, du moi, coup je qu'on donne. On n'est pas là pour parler de 24-28. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.